Mélissa, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Je commence toutes mes interviews avec la même question qui est une prise de température, mais j'ai envie de dire plutôt une prise de confiance en général dans ta vie d'aujourd'hui, de tous les jours, sur une échelle de 1 à 10. À quel niveau estimes-tu ta confiance en toi? Je dirais 8. Super. Et pour continuer à faire connaissance sous une forme ludique, je te propose de continuer avec un portrait chinois. Donc, si tu étais un dessin animé, Euh, Pocahontas. si tu étais une mauvaise habitude, L'addiction au téléphone. si tu étais un sport, Euh, la musculation. si tu étais un livre, Le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle. si tu étais une pièce de la maison, La chambre. si tu étais un élément, Le feu. si tu étais une cause La cause animale. et si tu étais un animal. Le lion. Merci. Ce portrait chinois est terminé. Donc, pour embrayer sur la première question de cette interview, j'ai envie de te poser cette question qui est: quelle humaine es-tu? Et que fais-tu dans ta vie? C'est intéressant de commencer par quelle humaine es-tu plutôt que qu'est-ce que tu fais. C'est souvent ça qu'on nous demande. Quelle humaine je suis? Je suis une humaine en chemin, qui a eu la chance de découvrir plusieurs outils et d'avoir des personnes sur son chemin qui lui ont permis d'avoir des bifurcations positives et de me regarder chaque jour avec un œil de plus en plus aimant et compatissant. Et donc c'est en chemin, puisque c'est pas, pour moi de toute façon c'est pas quelque chose qui est là, une case à cocher et puis ça y est, c'est définitif, mon chemin est terminé, parce que bon, quand le chemin est terminé, en principe c'est plutôt à la fin de notre vie. Donc voilà, mais je me considère très chanceuse parce que j'ai eu une enfance extrêmement libre. Alors j'ai eu des déconvenues comme tout le monde. J'ai des aventures de vie que je vois aujourd'hui avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup d'intelligence qui me permettent de savoir que c'est ce qui a formé qui je suis aujourd'hui. Et puis voilà, mais j'ai eu une enfance très libre et qui, je pense, joue beaucoup aujourd'hui sur la façon dont j'envisage la vie, dont j'ai pu orienter mon chemin et avoir des virages assez fréquents dans ma jeunesse et parfois encore maintenant. J'ai la chance d'être très bien entourée et d'avoir eu beaucoup de tolérance autour de moi. Et puis, donc, en parlant de cheminement et de bifurcation et de changement, je vais venir à ce que je fais aujourd'hui, donc professionnellement, parce que je fais plein de choses. Mais professionnellement, je travaille avec un outil qui s'appelle le Human Design. Et c'est la 4e année que j'exerce en tant que praticienne avec cet outil. Et puis avant ça, j'ai eu un parcours plein de virages, justement. J'ai fait une école de commerce, j'ai été attachée de presse, j'ai travaillé à l'ouverture d'un restaurant dont je me suis occupée un petit peu de tout l'administratif et de la communication. Ensuite, j'ai été coach sportif. Et puis voilà, le Human Design est arrivé dans ma vie et a répondu à beaucoup de questions et notamment m'a amenée à cette nouvelle vie professionnelle que je cherchais sans chercher. C'est-à-dire que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui devait à nouveau bouger dans cette 3e vie professionnelle, mais j'arrivais pas du tout à raccrocher les wagons. Et puis ça s'est fait naturellement et tout seul avec l'arrivée du Human Design dans ma vie.
Super, tu as anticipé justement ma question de que faisais-tu avant? Et selon toi, quels sont les points de convergence entre tous les métiers que tu as occupés avant le human design? C'est intéressant comme question parce que justement ça a été quelque chose qui a été, compliqué à accepter pour moi, comme tu vois, j'ai eu, 1, 2, 3 métiers, 3 vies professionnelles avant le human design et c'était compliqué pour moi à chaque fois que je sentais qu'il y avait quelque chose qui collait pas ou qui collait plus, de me dire: «Ouh». La première fois, c'est déjà quelque chose parce que c'était mon premier boulot et qui venait après 4 ans d'école de commerce et avec des stages. Et donc, il y a une espèce d'investissement qui, en plus, était déjà en cours au lycée. Donc, c'était vraiment la fin de quelque chose qui durait depuis des années. Donc, ça a été déjà compliqué à digérer. Pile au moment où la plupart de mes amis étaient, eux, sur la pente de commencer à enchaîner un petit peu d'ancienneté dans des entreprises et tout ça. Donc, là, j'ai fermé une porte. Donc, ça n'a pas été forcément facile. Puis, il y a eu une deuxième fois, puis une troisième fois. Et c'était pas facile. Et puis, en fait, le human design m'a permis justement de faire la paix avec ça. Et puis, le temps aussi, la digestion. Et puis, surtout, cet exercice que moi, j'adore aussi conseiller à mes clients, c'est l'exercice du rétroviseur. Et d'accepter qu'il y a des choses qui ne prendront sens que quand on pourra se retourner. Et que quand on y est, ça peut être déconcertant, ça peut être déstabilisant, ça peut être effrayant. Mais que pour moi, il y a une intelligence bien plus grande que celle qu'on est capable de saisir dans le moment et qui, si on reste ouvert, nous apparaîtra plus loin sur le chemin. Et, et le point de convergence de tout ça, puisque c'est quelque chose qui m'est apparu et qui continue de m'apparaître dans ce parcours qui ne paraît pas très logique, attaché de presse dans la mode, le restaurant bar à cocktail, le coaching sportif et le human design, qui est donc un outil d'accompagnement de l'humain, de compréhension de soi. Pour moi, le point commun, c'est l'humain. Et en fait, chaque boulot, chaque carrière, chaque étape, en fait, m'a rapproché de ça. Et m'a rapproché également de l'enseignement et de la transmission. Donc j'en étais très, très loin quand j'étais dans le milieu de la mode. C'est un milieu qui m'a jamais convenu en termes de qualité humaine, qui me permettait pas du tout d'exprimer qui j'étais, mais ça a été juste, je pense, de traverser ça pendant ces quelques années où j'y étais. Mais ensuite, il y a eu la logique, c'est je travaillais pas moi sur le restaurant, j'étais plus en back office, tu vois, en administratif, en communication, etc. Et ça a été une période très, très salutaire parce qu'il m'a permis de revenir à moi. De comprendre à quel point déjà le milieu salarié, puisqu'à ce moment-là je ne l'étais plus, le milieu salarié que j'occupais avant ne me correspondait pas, à quel point j'avais besoin d'une pause, à quel point j'avais frôlé le burn-out. Tout ça je l'ai compris après. Et donc ce temps que j'ai pu pour la première fois travailler de chez moi, à suivre mon rythme, à avoir toute cette liberté et cette permission en fait de faire les choses comme je l'entendais, puisque c'était quand même mon entreprise, j'étais associée avec quelqu'un. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de creuser des sujets qui m'intéressaient, d'être beaucoup plus libre, d'aller vers des choses qui me ressemblaient plus. Après, ce carcan de la mode qui était quelque chose de très construit dans ma tête, c'est ça, ça me plaît, etc. Mais dans les faits, c'était pas quelque chose qui me plaisait tant que ça. C'était plus l'idée et l'image des paillettes, du milieu dans lequel j'évoluais. Et puis, ça a été super à plein d'égards. Mais humainement, ça a été compliqué pour moi et ça m'a demandé de taire une partie de ma vraie nature. Qui a pu en fait se réparer et se nourrir dans ce temps que j'ai eu un peu off, un peu entre deux. Et puis c'est là que l'enseignement s'est présenté une première fois à travers le coaching sportif. Puis en fait, je me suis aperçue que c'était pas juste. Donc j'ai aimé enseigner, mais j'aimais pas la façon, ce que j'enseignais, j'aimais pas la façon dont je devais enseigner. Quand on est coach sportif, on voit les gens très souvent, cette fréquence, ce déplacement, les annulations. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses dans la logistique qui m'allaient pas. Et puis juste parce que la passion du sport n'était pas suffisamment forte. Et pour en arriver finalement au human design, où là ça a été une évidence tout de suite dès que j'ai découvert cet outil, que je voulais non seulement, que ça m'a apporté des réponses pour moi, pour mon entourage, pour ma vie personnelle, mais que c'était très très vite en fait. En même temps, j'ai compris que c'était quelque chose qui devait passer par moi pour le transmettre aux personnes qui résonneraient avec mon message et ma traduction de ces enseignements. Et très vite, c'est présenté, dès que j'ai commencé à donner des séances à des amis cobayes, et puis après professionnellement, et puis avant ça, faire des formations, tout ça. Ma première idée, ça a toujours été de l'enseigner et de le transmettre. Que ce soit à des particuliers ou à des personnes qui peut-être auront vocation à s'en servir professionnellement dans leur caisse à outils, etc. Mais il y a eu vraiment cette notion de transmission. Donc pour moi, le lien, il est là en fait.
D'abord, on se trompe, parce que ça fait partie de mon fonctionnement, à toutes les échelles. D'abord, je me trompe, mais ça me révèle des messages hyper importants. Ensuite, je prends un temps d'introspection qui est propice justement à aller dans une autre direction une fois que la guérison a commencé à s'opérer. Et puis, voilà, c'est l'enseignement qui arrive. Et avec, encore une fois, je me trompe. C'est pas la bonne façon de le faire pour arriver à aujourd'hui. Voilà. Et puis, peut-être, je réaliserai, si on se reparle dans 5 ou 10 ans, que je me suis trompée à d'autres manières. Mais en tout cas, avec le Human Design, il n'y a pas cette sensation. En tout cas, le corps ne m'indique pas du tout les mêmes choses que ce qui m'a indiqué dans ces précédentes vies. On en parle depuis tout à l'heure, mais au final, qu'est-ce que c'est que l'Human Design? Donc, le Human Design, c'est, donc, comme je l'ai dit, un outil de connaissance de soi. Plus précisément, c'est quelque chose qui nous donne en fait notre ADN énergétique. C'est un système qui est relativement récent, qui est arrivé en 1987 et qui est composé de différents outils, à savoir l'astrologie occidentale, la science des chakras, l'arbre de vie de la Kabbale, le I Ching chinois, mais également toute une partie scientifique, la physique quantique, la biochimie et d'autres éléments. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup plus confus que calé comme ça aussi précisément. La façon dont c'est arrivé est assez mystique, assez mystérieuse. Les gens pourront regarder si ça les intéresse. Mais c'est un outil qui peut paraître extrêmement perché, spirituel, ésotérique, peu importe les adjectifs qu'on utilise, et puis qui en fait est extrêmement concret, extrêmement ancré et surtout très pratique. Et donc, notre Human Design est basé sur notre date, notre lieu et notre heure de naissance. Et donc vient un peu à la manière de notre empreinte digitale, tu vois, nous donner des informations sur la façon dont on est conçu pour utiliser notre énergie, la façon dont on impacte l'énergie des autres et dont les autres nous impactent, parce qu'il y a vraiment cet échange qui se produit, et qui se produit même toi et moi, tu vois, là, virtuellement, puisque la façon dont le temps et l'espace se déroulent n'est pas forcément la façon dont on a, nous, en tête et dont on se la représente. Et donc, notre design vient nous dire quelles sont les parties de nous qui sont la vraie façon d'écouter notre corps, d'écouter notre sagesse, d'écouter notre vérité, de prendre des décisions qui nous ressemblent, qui sont alignées pour nous, qui sera très différent de la façon dont nos proches ou les personnes qui nous ont élevés, eux sont là pour écouter leur vérité. Et puis, ça vient nous parler aussi de toutes ces voix qui ne sont pas à nous et qui peuvent nous pénétrer à différents endroits et donc qui constituent des zones de sensibilité, mais aussi des zones de vulnérabilité qui peuvent nous court-circuiter de ce bon chemin. Ce bon chemin, c'est justement écouter ce qui est vraiment nous. Et donc, le Human Design nous donne vraiment, nous équipe avec des stratégies, des outils, et c'est pour ça que je parlais vraiment de concret, pour fonctionner au quotidien, utiliser notre énergie, prendre des décisions, et nous rappelle en fait à quel point on est fait pour le faire à notre manière, d'une façon qui est tout à fait spécifique, dans un monde qui est extrêmement conditionnant et homogénéisant. Et là, on vient nous donner vraiment un plan de fonctionnement, une notice, grâce à ces informations, pour interagir au quotidien avec le monde, avec les autres, mieux se comprendre et vivre une vie plus fluide, plus alignée. Voilà ce que c'est, en gros, le Human Design. Ça a l'air, oui, effectivement, d'un outil assez complet et en même temps, comme tu disais, un peu mystique, avec une petite touche d'inconnu, mais qui, en tout cas pour ce que j'ai pu en voir, qui a l'air d'être très précis, qui va à l'essentiel. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de ton profil à toi? Qu'est-ce qu'on retrouve dans un profil et quel est l'exemple que tu pourrais nous en donner avec le tien? Alors, donc il y a différents éléments dans notre Human Design. Le premier aspect, la première couche de lecture, parce qu'en fait, après, c'est comme si ça passait, tu vois, dans un entonnoir, et puis donc, on accumule des couches et des couches qui nous donnent quelque chose de très différencié et de très unique. Mais au premier niveau de lecture, il y a ce qu'on appelle le type. Et je précise parce que le profil, c'est un autre aspect, et ça existe aussi. Et le profil, c'est le mot qu'on utilise dans tous les outils de tests de personnalité, etc. Les outils de profilage, d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle. Et le Human Design, le premier élément, ce dont tout le monde entend parler en principe en premier, c'est ce qu'on appelle le type énergétique. Ensuite, il y a un autre aspect clé qui s'appelle l'autorité intérieure. Je donne des petits mots comme ça, on ne parlera pas de tout, mais c'est pour que déjà ça rentre un petit peu dans la compréhension. Et puis, il y a le profil, également, comme tu le disais. Puis, il y a d'autres aspects encore, comme les centres énergétiques, les canaux, et voilà, plein de choses. Quand on regarde, en fait, en rentrant ces informations de naissance, on tombe sur un schéma, on peut appeler le body graph, on le voit appeler comme ça parfois, schéma énergétique, et puis qui nous représente,
qui représente notre circuit énergétique. Et puis, il y a plein de couleurs, plein de chiffres. Ça n'a pas vocation à être compris intuitivement. Hein, souvent, c'est un peu surprenant. Je ne comprends rien. Oui, c'est normal. Comme notre thème natal, je ne sais pas si certains de tes auditeurs ont déjà regardé leur thème natal en astrologie. C'est pareil, en fait, ce n'est pas quelque chose qui nous révèle des messages comme ça, juste en regardant. Et notre Human Design, c'est la même chose. Alors moi, mes 3 grands, parce qu'il y a toujours ces 3 grands mots qu'on utilise en Human Design, type, autorité, profil. Donc moi, je suis manifesteur, mon autorité, elle est émotionnelle et mon profil, c'est 3-5. Alors déjà, à l'échelle du type, comme je le disais, c'est l'élément le plus important, c'est notre type, c'est entre guillemets notre véhicule. Parce que je suis un vélo, un avion, une trottinette. Ça nous rappelle à quel point on est unique, à quel point on est différent, mais aussi à quel point notre mission aussi est différente, notre rôle dans le collectif. Hein, on n'utilise pas un vélo et un avion pour les mêmes trajets. Et ça ne se navigue pas, ça ne se manœuvre pas de la même manière. Donc déjà, le type nous informe là-dessus. Donc moi, je suis manifesteur. Manifesteur, c'est 8% de la population environ, parce que ça, c'est aussi important à préciser. Les types n'ont pas la même représentation dans la population. Donc, je vais donner quand même les noms des différents types, puis après, je reviens à moi. Les générateurs et les manifesting générateurs, c'est un grand type qui compose 70% de la population, à peu près 37 et 33 chacun. Ensuite, on a les projecteurs, environ 20%, les manifesteurs, donc mon type, 8-9%, et le type le plus rare qui est le réflecteur, 1%. Ce qui ne veut pas dire que quand on fait partie du groupe qui compose 70% de la population, on n'est pas unique. Parce qu'en fait, le type, comme je l'ai dit, c'est le premier niveau de lecture. Donc après, on rajoute, c'est une arborescence. Et on revient à quelque chose de très unique puisqu'il y a des milliards de configurations dans la population. Donc un générateur qui fait partie d'un groupe de 70% peut très bien avoir un aspect qui est partagé que par 1% de la population, par exemple. Et puis de toute façon, même si ce n'est pas un aspect, sa combinaison, en fait, est tout à fait unique, puisqu'il y en a des milliards. Donc moi, en tant que manifesteur, ce que ça nous dit déjà dans la façon dont je suis câblée pour utiliser mon énergie, les manifesteurs, c'est le type qui est caractérisé par un besoin de liberté, d'initiative, d'autonomie et d'indépendance qui est assez caractéristique. Encore une fois, je précise, parce que j'ai l'habitude aussi des questions qui émergent après, ça ne veut pas dire que quand je parle d'un aspect en particulier ou d'un type, les autres ne peuvent pas se retrouver. Hein. Il y a plein de choses et plein d'éléments et plein d'aspects qui rendent tout à fait possible de se retrouver dans ce que je vais dire à l'échelle du type, même si on n'est pas, si des gens nous écoutent et disent « moi je me retrouve, mais je ne suis pas manifesteur, est-ce que c'est normal ?» Oui, il y a toujours une explication parce que c'est tellement dense et tellement riche qu'on peut aller creuser dans un niveau de précision qui va bien au-delà du type. Mais pour démarrer la discussion, on est quand même souvent en train de partir du type. Donc, le manifesteur, c'est vraiment ce type qui a besoin, donc on le laisse faire les choses à sa guise. Donc ça, tu vois, j'en parlais au tout début, quand je disais j'ai eu la chance d'avoir une enfance très libre. Et je pense que ça contribue aujourd'hui à la façon dont j'ai pu exprimer une partie, parce qu'il n'y a pas tout, et il y a plein de choses où et je suis toujours en galère et en chemin, mais il y a une grosse partie de la façon dont le manifesteur a besoin de s'exprimer dans le monde, c'est justement avec toute cette liberté, cette prise d'initiative. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de recevoir dès l'enfance, contrairement à beaucoup de manifesteurs qui, justement, en fait, il y a quelque chose qui est dégagé dans notre aura, puisque c'est de ça dont on parle en Human Design, hein, c'est notre corps énergétique, de ce qu'on dégage dans le non-visible. Et nous, les manifesteurs, on dégage quelque chose d'assez percutant, d'assez impactant pour les autres, qui peut les laisser justement, comme on ne nous parle pas d'énergie dans l'enfance et qu'on ne nous parle pas de ça dans la vie en général, qui peut nous faire poser questions sans qu'on ait les mots et la grille de lecture pour comprendre ce qui se passe. On peut être percuté par le manifesteur et ce, dès son enfance. Et donc souvent, c'est des gens qu'on retrouve dans des familles où ils vont être extrêmement contrôlés, au contraire de ce qu'il leur faut, extrêmement, tu vois, tenus sous cloche, empêchés, à qui on va demander beaucoup de comptes au lieu de leur laisser beaucoup d'autonomie. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour ces gens-là et qui parfois, à l'âge adulte, peut être difficile à intégrer quand ils trouvent ces informations parce que justement, la plupart ont vécu une vie vachement conformiste, où ils ont eu peur de faire des vagues, ils ont eu peur d'apporter une différence et le manifesteur, il est là pour justement faire les choses à sa manière. C'est un maillon qui amène dans la chaîne de l'initiative, de la différence, de l'unicité, de la nouveauté. C'est un peu le débroussailleur de chemin, tu vois, qui va aller hors des sentiers battus. Et ça demande une forme de confiance, justement, en sa capacité à le faire, en son droit de le faire.
de prendre cette place. Et c'est pour ça que l'accueil dans l'enfance, pour tous les types, hein, mais spécifiquement puisqu'on parle du manifesteur, est particulièrement clé dans sa capacité ensuite à exprimer cette différence et cette unicité et ne pas hésiter à polariser. Le manifesteur dégage des choses qui vont faire qu'il n'est pas pour tout le monde. Moi, c'est quelque chose que ça fait partie des réponses qui m'ont été données par le Human Design. C'est que je sentais bien qu'il y avait des groupes, des moments, des situations dans lesquelles certaines personnes avaient du mal à recevoir mon énergie, mais parfois même sans que je puisse m'exprimer, juste par ma simple présence. Et dans la file d'attente d'un restaurant, ou enfin n'importe quoi, enfin tu vois, je sentais, sans être capable avec la clarté que j'ai aujourd'hui de le mettre en mots et de l'exprimer, c'est parce que cet outil m'a donné des réponses où il y a eu des grands moments de eureka et des grands moments, c'est pour ça. C'est parce que je dégage quelque chose qui, avec certaines personnes, provoque des réactions, des sensations chez eux. Puis c'est un échange, hein, donc chez moi aussi, mais en tant que manifesteur, je dégage des choses qui leur font poser des questions, mais pour lesquelles, comme on n'a pas le langage, on n'a pas les mots, parce que l'Human Design, moi, c'est comme ça aussi que je le vois, hein, c'est une grille de lecture du monde et c'est quelque chose qui nous équipe avec un vocabulaire pour aller parler de choses pour lesquelles on n'a pas les mots autrement. Mettre des mots sur des ressentis, mettre des mots sur des situations pour lesquelles tout passe par le mental dans notre monde et on se retrouve bloqué parce que elle est pas sympa, si, là c'est hyper réducteur en fait quand ça passe par le mental. C'est pas ça, on parle d'énergie, on parle de ressenti, on parle d'invisible. Et donc moi ça a été parmi les millions de réponses que ça m'a donné et que ça continue de me donner, hein, parce que ça peut être difficile, ça fait partie du cheminement du manifesteur d'accepter d'être polarisant, d'accepter de hérisser des poils juste en étant là, d'avoir peur de faire des vagues. Et donc, du coup, où est-ce que je vais avec ce besoin d'innover et de faire les choses différemment et de sortir du cadre, justement, jusqu'où je vais avec ça, si j'ai absolument peur des réactions des autres et besoin de me conformer. Donc ça a été quelque chose qui a été intéressant pour moi. Mon autorité est émotionnelle. Alors, j'ai plein de choses à dire, hein, sur le manifesteur, mais bon, on va parler de plein d'autres choses, je pense. Mon autorité intérieure est émotionnelle. Alors, l'autorité intérieure en design, c'est le GPS qui, du coup, puisque je parlais de véhicule, je continue sur mon analogie, le GPS qui nous permet de nous diriger dans le monde et de prendre des décisions qui nous ressemblent. Et il en existe plusieurs. Et en tant que manifesteur, on peut en avoir 3 différentes. L'autorité splénique, l'autorité émotionnelle et l'autorité égo. Et moi, j'ai donc une autorité émotionnelle. Et toute personne qui a une autorité émotionnelle, qu'elle soit manifesteur ou pas, parce que c'est aussi possible pour les générateurs, les manifesting générateurs et les projecteurs. Donc tout le monde sauf les réflecteurs, les 1%. Ce que ça nous dit, c'est que je suis quelqu'un donc, qui traverse en permanence des vagues émotionnelles qui vont colorer ma perception du présent, constituée de haut et de bas. Il y a différentes qualités de vagues émotionnelles. Moi, la mienne, elle est très, très, très abrupte, donc ça peut aller très haut et très bas. Et donc, des moments d'euphorie, de joie, de tout est rose, et puis des gros moments de down, de mélancolie, de tristesse inexpliquée. Et ça aussi, c'est venu m'apporter des réponses. Parce que je l'ai toujours senti, j'ai toujours su que j'étais comme ça. Et puis, je me suis dit, mais t'es instable, qu'est-ce que c'est que ces moments hyper compliqués, hyper down, hyper gris, dont j'ai l'impression que je sortirai jamais. Et puis, à se demander parfois, est-ce que c'est pas un début de dépression ? Qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Là, pareil, on n'a pas les mots. Et moi, je me substitue absolument pas aux médecins et au diagnostic médical, mais le Human Design vient nous apporter beaucoup de réponses et surtout beaucoup plus de questions sur combien d'enfants, combien d'ados sont peut-être médicamentés à tort, avec juste une incompréhension du fonctionnement émotionnel de 50% de la population. Hein. Parce que l'autorité émotionnelle, c'est 50% des gens sur cette planète qui impactent les autres avec leurs émotions, qui, eux, vivent dans des grands 8 émotionnels, plus ou moins forts, comme je l'ai dit, mais ils sont quand même là. Et donc, pourquoi ça impacte la prise de décision ? Eh bien, parce que la façon dont la vague va évoluer va colorer, comme je le disais, notre perception du présent et donc notre perception des opportunités et des décisions. Et quand on a une autorité émotionnelle, la règle, c'est qu'on est fait pour patienter, ne surtout pas être spontané et impulsif, parce qu'une décision, quand elle est à prendre, elle arrive à un instant T, et nous, on se trouve à un point P sur notre vague. Et donc, si je suis très haut, je vais avoir l'impression que tout est rose et peut-être accepter des choses en les voyant beaucoup plus positives que ce qu'elles ne le sont, et les regretter le lendemain, quand j'aurai bougé sur ma vague, puisque je n'arrête pas de circuler sur cette vague, et l'énergie bouge, et avec elle, du coup, la perception de cette opportunité, de cette décision. Ou alors, si elle arrive et que je suis très down, je peux avoir la sensation que
c'est une mauvaise opportunité, de toute façon, tout est noir et tout est nul. Et puis le regretter le lendemain quand je me sentirai mieux. Donc, pourquoi les êtres émotionnels sont faits pour patienter? Parce qu'au fur et à mesure du temps qui passe, au minimum une nuit, on dit, souvent dors dessus, tu vois. Pour les grosses opportunités, après, pour choisir un plat au restaurant, ça a moins d'impact. Donc, on peut choisir comme ça spontanément. Mais pour tout ce qui a plus d'impact, tout ce qui est plus d'investissement financier, tout ce qui concerne la carrière, les amours, les amitiés, l'immobilier, toutes ces choses-là, on a vraiment grand intérêt à patienter pour justement que ce processus de digestion se fasse en ressentant le haut et le bas. On arrive à quelque chose de beaucoup plus neutre qui nous permet de se positionner sans regretter nos décisions. Et ça pour moi, ça a été une grande révélation parce que j'ai d'autres aspects dans mon design qui viennent un peu contrarier ça, notamment une sensibilité au stress et à l'urgence. Donc, je suis quelqu'un de très speed et je prenais des décisions très vite. Et puis, je les regrettais, naturellement. Je m'engageais dans des choses qui ne me plaisaient plus au moment d'effectuer l'engagement. Ou dès le lendemain, tu vois, je me retrouvais à avoir dit oui à des choses qui finalement ne me disaient plus rien. Et puis, par convenance, tu vois, on n'ose pas s'en sortir. Donc, on va aller honorer le truc. Et puis, quand on l'a pas pris, quand on ne prend pas les décisions en accord avec son design, en accord avec son fonctionnement, avec sa vraie nature, et bien notre corps vient nous le signifier. Donc, tu traînes des pieds, tu n'as pas l'énergie, tu sens que tu n'as pas le carburant et c'est compliqué, quoi. Et donc ça a été aussi une immense révélation. Et aujourd'hui, c'est toujours une expérimentation. Parce que j'ai toujours ce petit démon qui me dit va vite, dépêche-toi, il faut relâcher la pression. Et le seul moyen de relâcher la pression, c'est de faire vite, ce qui est une illusion du mental dans mon design à moi spécifiquement. Et donc, c'est un exercice de tous les jours, de percevoir où est-ce que je me dépêche, de percevoir où est-ce que je prends mon temps, d'essayer de percevoir où j'en suis dans l'écoute de mes émotions. Est-ce que je suis au clair? Est-ce que je suis encore chargée? Très en haut, très en bas? Est-ce que c'est encore excité? Ou est-ce que j'atteins cet espace qui est propice pour moi, qui est un espace de neutralité? C'est ce que les personnes émotionnelles recherchent. Donc, ça vous concerne si vous l'êtes. Depuis que vous nous écoutez, vous avez sorti votre schéma et que vous avez vu que vous aviez une autorité intérieure émotionnelle. Ce que je viens de dire, pas forcément mon ressenti à moi, hein, mais les grandes lignes théoriques, ça vous concerne. Voilà. Je pourrais parler de plein d'autres révélations de mon design, notamment rapidement, oui, mon profil 3-5, quand on a le chiffre 3 dans son profil, ça sera le cas pour des personnes qui ont un profil 1-3, le profil 3-5, le profil 3-6, et il y en a d'autres, avec des 3, il y a des combinaisons en fait de chiffres, il existe 12 profils différents. Et donc, quand on a un 3 dans son profil, on est quelqu'un qui est spécifiquement amené à apprendre par le processus de l'essai et de l'erreur. Donc, on se plante pour mieux découvrir ce qui fonctionne. Ce que j'ai un peu évoqué, tu vois, dans mon parcours. Ouais. Donc, ça m'a apporté ça aussi, pour faire un résumé de ces 3 aspects, bien que ce soit en réalité beaucoup plus riche, et pour te donner une idée déjà. Je te sens passionnée et tu m'embarques avec toi dans ton univers de l'human design. Je trouve ça génial. Et justement, est-ce que grâce à l'human design, tu as permis de lever certaines difficultés ou croyances depuis que c'est rentré dans ta vie? Et si je suppose que oui, est-ce que tu pourrais nous en donner un ou 2 exemples? Oui. Alors, l'élément clé du human design, qui n'est jamais acquis, qui est en perpétuel développement, mais si on devait retenir un seul enseignement clé de cet outil, de cette grille de lecture, plus qu'un outil, pour moi c'est une vision du monde, c'est le fait que la source de nos décisions justes n'est jamais dans le mental. Et ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on entend depuis qu'on vient au monde. Réfléchis bien, analyse. On se dit que nos décisions justes, elles viennent d'une réflexion analysée, pragmatique, des choses, peser le pour et le contre des données qui sont devant nous, et puis tel un fichier Excel, ça sort un résultat, et puis c'est là qu'il faut aller, quoi. Enfin, en l'occurrence, on parle de notre vie, donc ça sort une direction. Et puis c'est ça qu'on cherche, à s'en torturer la tête, tu vois. Je trouve pas la réponse, comme le dessin animé, tu vois, qui se gratte la tête fort quand il réfléchit, tu vois, et ça chauffe. Et en fait, le Human Design vient nous rappeler le vrai rôle du mental, qui est très riche et qui a un rôle extrêmement important, à savoir d'analyse de données, justement, de pensée, de réflexion, d'imaginaire, de mesure, de stockage d'informations, d'inspiration. Voilà, et c'est pas exhaustif. Il y a beaucoup de fonctions à ce mental, mais en aucun cas, le mental n'est le lieu fiable de prise de décision pour soi. Jamais. Pour je ne sais pas combien on est sur la planète actuellement, quel que soit notre design, personne sur cette planète n'a dans son design le fait d'être
fait pour prendre des décisions en analysant et en réfléchissant intellectuellement. Donc, on voit déjà le gros hic. On voit qu'il y a un souci avec la façon dont on mène notre barque, en tout cas dont on nous indique, dont le collectif, en fait, nous pousse à mener notre barque. Et donc ça, pour moi, c'est la base du Human Design. Et c'est la base de mon travail d'expérimentation avec moi-même, parce que c'est important de le dire, le Human Design, ce n'est pas un outil qui est là pour être appris, être compris intellectuellement, comme on apprend l'histoire de France ou la géographie. Ce n'est pas ça. C'est un outil qui a vocation à être expérimenté, qui a vocation à être ressenti. C'est comme ça qu'on s'aligne sur son design. Parce que quand on est venu au monde, on vivait déjà notre design. Puis on a reçu des couches de conditionnement par notre famille, l'école, nos groupes d'appartenance, et puis notre vie qui continue, et les différentes personnes qu'on fréquente, les énergies qui sont diffusées. Et puis selon notre conditionnement va dépendre bien sûr de notre famille d'origine majoritairement, mais aussi d'où on vient sur la planète, tu vois, nos appartenances religieuses, nos appartenances communautaires, etc. Et tout ça, ça appose des couches sur l'enfant qui, lui, était parfait tel qu'il était. Et donc l'idée du design, c'est pas d'acquérir des nouvelles compétences, c'est d'enlever des couches, de revenir à soi. Et revenir à soi, ça passe pas par lire des livres ou m'écouter parler du Human Design. Comme on développe pas, on se perfectionne pas en pompe en regardant des vidéos YouTube. Il faut les faire, à un moment, il faut mettre les mains au sol pour faire des pompes. Bah, c'est pareil avec le Human Design. Alors je dis pas ça se pratique parce que j'aime pas ça. Ça s'expérimente, ça se ressent. Et donc ça, pour moi, c'est la base. D'essayer d'observer qui parle en moi. Quand est-ce que je suis dans ma tête? Quand est-ce que je suis dans l'analyse? Et on l'est tous, c'est normal. Hein. Mais à quel moment j'arrête ça? C'est-à-dire que j'observe la voix qui parle et puis que je dis, ah ok, ça c'est des pensées. Donc ça n'a pas à résulter sur une prise de décision. Ça sera toujours là, puisque le mental, il est là. Il est actif, il veut nous protéger. Donc en plus, il se sert de nos peurs pour aller argumenter dans nos décisions. C'est ça qui est particulièrement vicieux. Et il a en plus une façon justement d'argumenter, de présenter les choses qui est très séduisante parce que c'est très... c'est bien étayé, tu vois, c'est scénarisé, tu vas faire ça, puis il va se passer ça et tout ça. Et le corps, c'est pas comme ça qu'il nous parle. Et le Human Design vient nous préciser pour chacun d'entre nous comment justement notre corps nous parle. Mon corps ne me parle pas de la même manière qu'il te parle à toi. Et du coup, ça vient mettre des mots sur ce grand mot valise, l'intuition. Il faut écouter son intuition. Oui, mais comment moi, mon intuition, elle communique avec moi, et c'est différent de la tienne, et puis c'est différent de mes parents, de tes parents, de tout ça. Et ça vient vraiment préciser les choses, concrétiser les choses, et nous permettre de différencier les voix qui se passent en nous. Et il y a des voix sensorielles, il y a des voix qui se manifestent par des sensations physiques, et puis il y a des voix qui sont juste pour nous, puis des voix qu'on a reçues, même si elles sont sensorielles et physiques, on apprend à reconnaître qu'elles ne viennent pas de nous, parce qu'elles viennent de partie de nous, au contraire, on est impacté par l'énergie des autres. Donc ça a beau être sensoriel, ce n'est pas quelque chose qui est juste pour nous. Et puis il y a toujours cette voix du mental, qui est à la fois intérieure et puis polluée par toute cette autorité qu'on remet aux figures d'autorité, justement, qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est un travail perpétuel que nous permet l'Human Design et que moi, je fais tous les jours, avec plus ou moins de succès, d'être capable de différencier. Qui dit quoi? Là, on est dans le mental, donc il n'y a pas de vérité pour moi. Il y a du blabla, très séduisant, très intéressant, mais ce n'est pas ma vérité. Comment est-ce que je peux faire chaque jour pour revenir à écouter davantage mon corps? Comment est-ce que le mien me parle? Ça, pour moi, c'est le truc le plus important du Human Design. Il n'y a rien de plus important que ça. Après, il y a plein d'autres choses, notamment ce qu'on appelle la stratégie de fonctionnement qui va avec chaque type. Hein, donc le générateur et le manifesting générateur ont une stratégie, les manifestors ont une stratégie, etc. Et la stratégie, c'est comment est-ce que je manœuvre et je démarre mon véhicule, entre guillemets, pour en revenir toujours à cette image. Et moi, par exemple, en tant que manifestor, ma stratégie, c'est celle de prendre l'initiative et d'informer. Donc on en revient à cette notion d'oser. Un manifestor qui attend qu'on l'invite, qui attend qu'on vienne le chercher, qui a peur de faire des vagues et qui veut surtout pas suivre les élans et les pulsions par lesquels en fait le manifesteur est gouverné. Hein, il se passe des choses à l'intérieur de nous, dans notre corps, qui nous viennent et qui nous drive et auxquelles on est, de façon tout à fait spécifique, voué à donner naissance dans le monde, pour nous et pour les autres. En fait, si on attend qu'on vienne nous chercher, si on attend qu'on nous invite et qu'on ne donne pas vie à ces initiatives, on prive le collectif de quelque chose de grand. Donc ça, c'est important pour le manifesteur de suivre cette stratégie, d'oser prendre l'initiative. Et encore une fois, on en revient au conditionnement. Selon ce qu'on a reçu enfant, on s'autorise plus ou moins. Et l'autre stratégie que j'essaie d'appliquer au quotidien aussi, qui n'est pas très naturelle pour nous manifesteurs, c'est informer. Donc une fois que l'élan est venu,
qu'on l'a passé au filtre de notre autorité intérieure, donc émotionnelle dans mon cas. Moi, par exemple, j'ai dormi dessus. J'ai eu une envie, puis je ne me jette pas dessus, et puis je dors. Et puis si le lendemain, ça me paraît toujours juste, je ne suis pas ni surexcitée en haut, ni surexcitée en bas, mais j'ai toujours envie de donner vie à ce truc. Ça peut être des grandes choses comme des petites. Il n'y a pas de petits élans, il n'y a pas de petites pulsions. Là, je parle vraiment des choses spécifiques pour le manifesteur, hein. Toujours. Eh bien, j'informe. Parce que, comme je te le disais, le manifesteur a une aura et un impact particulier sur les autres qui peut être mal compris, menaçant, qui peut paraître comme menaçant, et on ne sait pas trop bien ce qui se passe avec l'énergie du manifesteur, qu'on a un peu du mal à lire parfois de l'extérieur, puis on n'est que 8-9%. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une rareté incroyable, mais c'est une énergie qui est moins dominante sur la planète, donc de laquelle le collectif a moins l'habitude d'être confronté. Et parfois peut être mal interprété. L'idée d'informer permet justement d'ouvrir un peu les fenêtres sur ce que trame le manifesteur, ce qu'il s'apprête à faire. Et donc, quand une décision est prise, eh bien, en informant les personnes concernées de sa décision, il leur permet soit de collaborer, soit de rejoindre le mouvement, ce dont il peut avoir besoin, parce que le manifesteur n'est pas là pour tout faire tout seul. Il y a une énergie qui n'est pas aussi stable que ces fameux 70% de la population qui, eux, sont des vrais contributeurs du collectif, qui ont une énergie stable, une énergie de productivité, de travail, d'action, qui est relativement stable et qui permet de bâtir le monde tel qu'on le connaît, d'où le chiffre des 70%. Mais nous, en tant que manifesteurs, il y a quelque chose de très variable. C'est des pics, tu vois, de sprinters. L'énergie, elle est là, puis elle n'est plus là. Et donc, informer parfois de ce que tu t'apprêtes à faire peut permettre aux autres de se rallier à ta cause et de t'apporter une énergie dont tu as besoin, qui est très complémentaire. Parce que l'Human Zen, c'est aussi un outil qui nous permet de mettre en évidence la symbiose dans laquelle on vit dans un monde idéal, à quel point tous les types se complètent, à quel point tout est parfait, et que le problème vient du fait qu'on essaye d'être autre chose. Donc là, le puzzle est gêné. Mais sinon, tout est très symbiotique. Ou alors, informer, ça permet aussi de dégager le chemin, parce que tu vas partager ce que tu t'apprêtes à faire, puis il y a des personnes qui ne sont pas du tout là pour recevoir ça ou embarquer avec toi, et puis justement, ils dégagent un peu le chemin et ils te permettent, toi, de faire ton rôle de manifesteur, qui est celui d'amener de la nouveauté, de débouler et de créer quelque chose d'impactant, de nouveau, mais qui peut être dérangeant. Donc, en informant, tu permets à ceux qui n'ont pas forcément envie d'assister à ça ou de recevoir cette énergie-là, de s'écarter et de faire leur truc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important au quotidien, c'est ma stratégie, de prendre l'initiative, d'oser chaque jour sortir de ma zone de confort. C'est nécessaire pour tout le monde, mais en tant que manifesteur, il y a un rôle à jouer qui est particulier là-dessus, une responsabilité du point de vue du fait d'oser faire des choses qui n'ont pas été vues avant, et puis d'informer. Je me pose la question régulièrement dans mon quotidien, que ce soit pour dire à mon mec que je vais rentrer en retard, parce qu'en tant que manifesteur, on peut être tellement dans sa bulle, dans ses actions, dans ses trucs, que j'ai complètement oublié, j'étais dans mon truc. Donc, informer pour des choses comme ça, qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Et puis, pour des choses beaucoup plus larges, tu vois, d'informer mon audience quand je lance un nouveau produit, d'informer mon audience d'où j'en suis, d'informer les gens quand je vais être décalée pour leur rendre un compte-rendu, pour n'importe quoi, en fait, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour le manifesteur. Et avec lequel, du coup, j'expérimente au quotidien dans ma vie, entre autres. C'est vraiment passionnant de voir tout ce que ça peut t'apporter et développer. Il y a un peu de bruit, mes chiens sont partis en chanson. Ils aiment bien chanter de temps en temps. Moi, les messages pour l'instant. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. Il n'est même pas dans la pièce. Ouais, de temps en temps, ils aiment bien chanter, donc bon, je les laisse s'exprimer. Oui, ils ont le droit. Oui, totalement. Et ce que j'ai perçu, moi, en préparant cette interview de l'Human Design, je me suis dit que c'était une sorte de matrice SWOT de notre système de fonctionnement, et avec un comportement interne, un comportement externe. Et que du coup, voilà, ça nous permettait à la fois de nous comprendre nos forces, nos faiblesses, sur quoi on pouvait s'appuyer pour avancer, les faiblesses, voilà, qu'on pouvait soit travailler, soit juste accepter, et aussi notre comportement vers l'extérieur, et savoir comment interagir avec l'extérieur en fonction, voilà, des opportunités et des menaces qu'il y a dans la matrice. Donc voilà, j'avais envie juste de te partager, voilà, cette image. Je sais pas si elle te parle, mais j'ai perçu ça.
Et je l'ai jamais perçu moi, tu vois, avant, et on me l'a jamais partagé. Et ça me replonge, je sais pas, 10 ans, plus de 10 ans en arrière, dans mes cours d'école de commerce, puisque je t'avoue que depuis, je n'ai plus jamais trop croisé ça. J'en ai pas eu l'occasion. Mais d'un coup, ouais, j'ai revu le truc et je trouve ça assez pertinent. Alors, je connais pas suffisamment bien l'outil peut-être pour en dire plus, mais de moi, la perception que j'en ai, je trouve que c'est très intéressant, cette image-là, ouais. Je vais la garder. Comment se déroule une séance individuelle avec toi? Qu'est-ce qu'on y fait pendant cette séance? Alors, moi, je vois les gens donc au format visio pendant environ 2 heures. Alors, je dépasse beaucoup. Je pense que tu l'as compris, je suis assez bavarde et puis j'adore échanger. Donc, du coup, je veux qu'ils aient l'espace aussi de s'exprimer. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, moi, ce que j'aime, comme je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de nouveautés, beaucoup de variété, je n'ai pas de cadre là non plus. J'ai pas de format type, à part le simple fait que j'ai rendez-vous avec quelqu'un dont j'ai eu des informations de naissance auparavant, à la prise de rendez-vous, que moi j'ai pu me plonger dans tous les détails de leur schéma, donc ils vont bien au-delà des éléments que j'ai pu mettre en avant là jusqu'à présent, hein. On l'a compris, il y a vraiment énormément d'informations sur un schéma, et ce qui nous intéresse, c'est d'ailleurs de ne pas les découper et de les voir en symbiose, et de voir ce qui se déroule dans cette synergie entre les différents aspects d'une personne. Et donc tout ça, je le fais auparavant, mais moi je me retrouve face à des potentiels en fait quand je fais ça. Parce que pour moi, les aspects, je les vois sur un spectre, un peu comme sur un continuum, tu vois, avec d'un côté la plus haute expression d'un aspect, de l'autre côté son expression basse, sa fréquence basse, qui donne des bâtons dans les roues, qui nous dessert, qui est une mauvaise utilisation, entre guillemets, de cette énergie-là, pour rejoindre en plus ce que tu disais sur les menaces et les opportunités. Pour moi, tout dans notre schéma peut être une menace et une opportunité. Et puis, du coup, au milieu de ce continuum, il y a des centaines de nuances de gris. Et puis, on bouge le curseur. Et puis quand on bouge le curseur d'un aspect, pouf, ça fait bouger les autres. Et donc c'est un espèce de danse. Et donc moi, tout ça, je le vois auparavant, mais tant que j'ai pas la personne en face de moi, ça ne reste que du potentiel. Parce que je ne sais pas où est son curseur, je ne sais pas ce qu'elle fait de tous ces potentiels, je ne sais pas ce qu'elle fait réellement, concrètement, avec ce design. 2 personnes avec le même design n'auront jamais pas du tout la même vie. On le voit avec les jumeaux, et on le voit avec les pas jumeaux, mais parce que le bébé qui est né à côté de toi au même moment, dans le même fuseau horaire, à la maternité, vous avez le même design. Eh bien, vous n'avez pas du tout la même vie. Et c'est pour ça que je rencontre les gens. Je sais que certaines personnes font des séances, tu sais, qu'elles enregistrent et puis qu'elles envoient. Alors moi, aujourd'hui, ça ne m'amuse pas du tout parce que j'ai envie d'avoir la personne en face de moi, parce que j'arrive avec ma préparation et puis alors maintenant, je t'écoute et raconte-moi. Donc, ce qui est fixe, c'est que je prends toujours 10 minutes, ça dépend selon les gens, au début, pour que la personne s'exprime. Moi, j'ai besoin de savoir comment elle est arrivée jusqu'à moi, qu'est-ce qu'elle traverse, quels sont ses principaux challenges aujourd'hui. Ça peut te concerner tous les domaines, hein, le perso, le pro, le relationnel, les enfants, le mari, enfin n'importe quoi, vraiment. Et puis plein de domaines aussi, à la fois. C'est pas forcément un seul sujet qu'on va aborder en séance. Et moi, en l'entendant s'exprimer, en fait, je commence à faire des liens. J'ai des petites ampoules qui s'allument dans ma tête. Et ah, tiens, là, il y a ça dans son schéma. Ah, là, c'est pertinent. Ah, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, le human design, ce n'est pas du tout un outil descriptif, hein, ça ne nous dit pas dans quelle direction il faut aller, mais moi, en regardant un schéma, je sais comment indiquer à cette personne son fonctionnement à elle pour trouver sa direction. Mais moi, cette direction-là, je ne la connais pas. Ça, c'est important de préciser parce qu'il y a beaucoup de gens, à l'heure où on se pose beaucoup de questions avec ce qui se passe dans le monde, notre vie, il y a beaucoup de gens qui ont des transformations professionnelles, personnelles depuis ces dernières années. Et il peut y avoir à la fois un regain de souveraineté, ce qui est souhaitable, mais tu as à la fois aussi, je trouve, une propension à mettre les clés à l'extérieur. Dites-moi ce que je dois faire, parce que je suis perturbée et le human design ne nous dira jamais ce qu'on doit faire. Mais il va nous indiquer la façon dont on est câblé pour le sentir à l'intérieur de nous. Comment notre corps nous parle pour nous dire si c'est juste ou pas. Mais moi, en tant que praticienne, ou peu importe le titre qu'on me donne, moi, je ne peux pas le savoir. Si tu es faite pour ça ne concernera pas des métiers. Alors, ça va nous parler, bien sûr, d'aptitudes. Hein, on va avoir des gens qui sont peut-être plus compatissants, plus enveloppants, plus éducateurs, plus enseignants. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faits pour être profs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faits pour être puéricultrices. Tu vois, ce n'est pas aussi déterminé que ça. Donc, les réponses, elles sont à trouver en nous. C'est un outil d'autonomisation qui passe par l'expérimentation, justement.
Et c'est important parce qu'on remet beaucoup trop les clés à l'extérieur, comme je le disais, sur les figures d'autorité ou sur notre mental. Et donc, moi, j'écoute la personne me parler pendant autant de temps qu'elle estime nécessaire. Et puis, je prends des notes. Et voilà, et j'ai les petites ampoules qui s'allument. Et là, je peux démarrer l'échange avec elle, parce que ça reste une conversation tout le long. Et où je sais quels vont être les aspects les plus pertinents à lui partager. Puis elle va rebondir, puis ça va m'amener autre part, et puis ça va m'amener ailleurs. Et en fait, ça me permet d'avoir des séances qui sont complètement sur mesure. Et j'ai déjà vu des schémas identiques. J'ai une mémoire photographique et un jour, j'ai vu un schéma et j'ai eu la sensation vraiment de l'avoir déjà vu. Et j'ai vu que j'avais fait une séance avec quelqu'un qui était né au même moment. Et je ne connaissais pas du tout. Et je ne me rappelle pas du tout des 2 séances, pour le coup, mais je sais qu'elles ne sont pas du tout les mêmes. Ce que la personne a amené et ce dont on a parlé n'avait rien à voir avec l'une et avec l'autre. Et donc là, c'est vraiment quelque chose où moi, j'ai vocation dans cette séance unique. Alors après, je peux revoir les gens, mais quelques mois après, le temps qu'ils expérimentent, justement. Mais je ne les vois pas 3-4 fois en un mois, ou tu vois. Donc avec cette séance unique, moi, les gens repartent avec les choses qui les concernent spécifiquement, des outils, des exercices, des choses qu'ils peuvent vraiment mettre en place dans leur réalité concrète à eux, et pas comme s'ils l'avaient lu sur un blog et que ça s'adresse à tout le monde. Dans toute cette synergie entre les différents aspects de leur design, ce qui se joue dans cette unicité, ce qui se joue dans ces tiraillements. Tu vois, j'ai commencé à te le dire en parlant du mien, tu vois, ma sensibilité au stress couplée au besoin de patienter pour prendre des décisions justes. Ça, c'est un exemple de mes tiraillements et on en a tous plusieurs. Des parties de nous, on a l'impression qu'elles ne vont pas ensemble. Ça, c'est mon grand dada quand je suis en séance avec les gens, d'aller leur montrer à quel point il y a de l'harmonie dans ce chaos, à quel point ces directions qui leur paraissent contradictoires sont extrêmement complémentaires et justes, à quel point il y a une intelligence incroyable et à quel point on est parfait tel qu'on est, mais il faut juste savoir l'utiliser de la bonne manière. Donc, si j'essaye de passer les vitesses sur un vélo, de la même manière que je les passerai dans une voiture, en cherchant absolument le pommeau, la même chose, je vais me planter en vélo, en fait. C'est pareil. Notre design, il est parfait, mais si j'essaye de naviguer en étant quelqu'un d'autre, je vais me planter. Et se planter dans la vie, ça peut être manifesté par des souffrances psychologiques, émotionnelles, physiques. Notre corps nous indique toujours quand ça ne va pas. Mais malheureusement, plus on est conditionné, moins on veut l'écouter. Donc, ça permet de revenir à soi. Et ces séances-là, c'est pour moi, il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi que quand quelqu'un me dit « Oh là là, c'est fou, j'aurais jamais cru que c'était un atout. Oh là là, c'est fou, j'ai la liberté et la permission. » On ne devrait pas avoir besoin que quelqu'un d'extérieur nous signe un papier de permission d'être nous-mêmes. Mais pour les temps actuels, le monde dans lequel on vit est tellement conditionnant, plein d'injonctions, qu'on a encore besoin d'outils, de gens qui nous signent des papiers de permission. Mais ça, c'est le début. Et puis après, derrière, les gens doivent aller expérimenter. Parce que moi, je donne des clés. Mais je ne suis pas là pendant qu'ils les testent dans la serrure et qu'ils s'entraînent à tourner les bonnes clés, à faire face à d'autres portes qu'il va falloir ouvrir et chercher les clés aussi. Et je ne suis pas forcément là sur ces moments-là. Moi, je leur donne une partie du trousseau. Et puis après, il faut se plonger dans le ressenti quotidien. Justement, tu disais que tu conseillais des exercices ou des pratiques à mettre en œuvre. Est-ce que tu aurais une pratique ludique à nous partager ou à partager aux auditrices pour les aider, soit à dépasser leur peur ou tout simplement à s'accepter? Alors, une pratique qui marchera avec tout le monde, non. Donc, je vais être encore une fois obligée de choisir et de partager un exemple particulier qui, du coup, ne concernera pas tout le monde, puisque le surnom ou le nom officiel, je ne sais pas comment on dit, du Human Design, c'est la science de la différenciation. Donc, il y a peu de choses que je pourrais dire, à part la place du mental, qui n'est jamais le lieu de prise de décision. Ça, c'est valable pour tout le monde. Mais tout le reste, il n'y a vraiment quasiment rien que je puisse dire qui s'appliquera à toute la population. C'est le principe. Mais si je m'adresse à 70% de la population, donc c'est déjà quand même pas mal. Statistiquement, je pense qu'au niveau de tes auditrices, ça va concerner plusieurs d'entre elles. Si votre type, c'est générateur ou manifesting générateur, si vous voyez ça dans la légende de votre schéma, encore une fois, ça vient avec une légende. Quand vous l'éditez sur mon site ou ailleurs, vous n'avez pas besoin d'interpréter, de regarder, etc. Il y a une légende avec votre type, 2 points, votre autorité intérieure, 2 points, votre profil, 2 points, etc. Il y a des infos qui sont directement visibles comme ça.
Et donc, quand on est de type générateur ou manifesting générateur, on est gouverné par ces sensations viscérales, par ces tripes, le gut feeling, ce que les Anglais appellent le gut feeling. Et donc, en fait, plutôt que d'initier depuis le mental, tiens, j'ai envie de faire ça, dans 5 ans, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'avoir tel projet de vie, je me vois là-bas dans 5 ans, dans 10 ans, tu vois, toute la façon dont on nous indique qu'il faut mener sa vie, hein, faire des plans et tout ça, et qui n'existe en réalité que dans le mental. Ces gens-là sont faits pour plutôt se connecter à ce qui est présent autour d'eux, qui leur fait plaisir, dans quoi ils ont envie d'investir leur énergie aujourd'hui, et ça concerne tous les domaines de leur vie. Je parle pas que du pro, je parle des petites choses, des loisirs du quotidien, je parle des relations, des projets, des engagements, je parle de tout ce qui est présent dans leur quotidien. Et c'est des gens qui, quand quelque chose se présente à eux, que ce soit un texto, une odeur, un mot, une question, un message, un post Instagram, n'importe quoi, sont faits pour sentir ce que ça leur fait ressentir en fait dans le ventre. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est expansif? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça met une espèce de joie, d'attirance, de plaisir? Ou est-ce qu'à l'inverse, ça provoque une fermeture, une baisse d'énergie, un nœud inconfortable, une répulsion? Et ça, en fait, pour ces gens-là, c'est l'élément clé de leur fonctionnement. C'est ce GPS intérieur viscéral qui leur permet de savoir en permanence vers quoi se diriger. Est-ce que c'est un oui viscéral? Est-ce que c'est un non viscéral? Il n'y a pas à laisser le mental intervenir, parce que le mental ne sera pas forcément d'accord avec ce que le viscéral a senti. Le mental, il dira peut-être oui à un truc où le corps nous indique clairement que c'est un non, et inversement. Et encore une fois, on regarde son mental et on lui dit « tu comprendras plus tard, dans le rétroviseur ». Mais donc ça, c'est l'exercice clé. Et donc ces gens-là, un très bon exercice pour eux, c'est justement de commencer à écouter ces sensations physiques, parce qu'ils les ont déjà, ils sont venus au monde avec. Donc la plupart des gens sont capables de me dire « ouais, je sens un peu, je suis pas sûre que ce soit ça, mais en même temps, il y a mon mental. » Ouais, commence à prêter plus attention dans les petites choses du quotidien. Et plutôt que de suivre ta tête qui te dit « non, non, on est en retard », suis ton ventre qui te dit « pousse la porte de ce magasin ». Et ça, c'est valable dans le quotidien. Et ça, c'est un exercice que je pourrais détailler beaucoup plus largement, mais j'en parle dans d'autres accompagnants que je propose et dans d'autres biais de transmission, qui concernent 70% de la population. Sentir les Donc au oui, les final, non physiques. Donc au final, on pourrait se reconnecter à ses tripes, j'ai envie de dire, et en même temps peut-être s'écouter dans notre façon de parler, de voir s'il y a des mots qui reviennent du type je le sens pas, ça sent mauvais, ou au contraire. Enfin voilà, c'est ce qui me vient de me dire écouter aussi notre vocabulaire et voir ce qu'il en sort. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis pour 2 choses. La première, c'est que je veux repréciser, là, le tips que je viens de donner, ça concerne vraiment 70% de la population. Et pour autant, tu vois, le conditionnement, même là-dedans, c'est souvent des messages, écoute tes tripes, enfin surtout dans le monde anglo-saxon. Justement, le fait que ce mot existe, gut feeling, gut c'est le bidou, c'est les tripes, c'est les boyaux, enfin c'est plein de choses en anglais. Et c'est vraiment un mot qui est utilisé bien en dehors du développement personnel, de la spiritualité ou quoi que ce soit. Hein. Dans n'importe quel truc, en fac de médecine, on va te dire ouais, mais là, j'ai eu d'un coup le gut feeling qu'il fallait faire cet examen sur ce patient. Ça veut dire l'instinct en anglais. Et bien, instinct en anglais, ils utilisent le mot bidou, ils utilisent le mot tripe. Pourquoi? Parce que 70% de la population est faite pour fonctionner comme ça. Mais ce n'est pas 100%. Donc, même quand on veut bien faire et qu'on dit « écoute your gut feeling », attention, parce que si tu dis ça à tes enfants et qui ne sont pas du tout générateurs ou manifesting générateurs, tu les conditionnes d'une certaine manière à essayer d'écouter une partie d'eux qui n'est pas leur vraie voix de leur corps. En l'occurrence, moi qui suis manifestor, moi les tripes, ça ne me parle pas. J'aimerais pouvoir passer une journée ou une semaine dans le corps d'un générateur ou d'un manifesting générateur pour expérimenter tout ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, mon corps a une autre façon de me parler. Donc déjà, ce type-là, je précise, ça concernera uniquement générateur et manifesting générateur. En revanche, ta deuxième partie, elle est hyper juste. Moi, c'est un truc que je dis tout le temps à mes clients. Quand on parle et puis qu'ils me disent « oui, mais tu vois, là, je me dis que, je pense que… » Ah, ça, pour moi, c'est les red flags. Je me dis, je pense, je crois. On sait déjà que c'est la façon de parler de choix du mental. Alors qu'à l'inverse, comme tu dis, quand on commence à dire « je sens »,« je ressens »,« il y a un truc dans mon corps », là, on sait que même si on n'est pas capable de mettre les mots et de tracer le truc exact, on sait déjà qu'on n'est plus dans le mental. Et de s'écouter comme ça, oui, ça c'est… Ah tu vois, ça c'est un super outil, tu me donnes l'idée, qui rejoint ce que je disais. Le seul tips qu'on peut donner qui soit vrai pour tout le monde, c'est de ne pas écouter sa tête et d'écouter son corps. Déjà, de fliquer un peu notre vocabulaire. C'est hyper intéressant, ouais. Je crois, il faut, je dois, je pense, je me dis que. Red flag.
J'ai également, comment dire? Ce qui m'est venu, en fait, vraiment sur l'human design, j'ai eu à un moment donné un lien avec la chronobiologie. En chronobiologie, on a, voilà, on peut se repérer dans un chronobiote de type ours, dauphin, lion ou loup. Et je me suis demandé, est-ce que finalement l'human design serait une vision complémentaire de cette chronobiologie? Et est-ce que l'human design serait la petite trotteuse sur une horloge qui va nous indiquer un peu comme une boussole en fonction d'un instant T, si on est justement aligné à notre comment dire, ressenti ou pas. Alors, je ne connais pas du tout la chronobiologie, mais j'ai envie de te dire oui pour une raison simple qui est qu'en fait, pour moi, tous les outils qui existent, qu'ils soient comme le human design défini par nos informations de naissance, comme va l'être aussi l'astrologie, ou qu'ils soient amenés par quelqu'un d'autre. Tu vois, moi, je suis amenée à travailler de façon assez proche avec une médium qui a des messages pour mes clients, pour moi, etc., et avec qui on fait des recoupements. Donc ça, c'est son intuition à elle, c'est ses messages qu'elle reçoit, des guides de la personne, ou peu importe comment les médiums travaillent. Que ce soit avec des tests comme l'énéagramme ou le Myers-Briggs ou des choses comme ça, plein d'autres tests qui existent, qui soient le fruit d'un autodiagnostic ou amenés par un praticien, comme par exemple l'énéagramme, eh bien, tout ça ne se contredit jamais. Et c'est pour moi des facettes. On arrive à tourner autour du diamant majestueux qu'on est et à en percevoir, tiens, le Human Design va nous donner une lecture. Moi, je suis biaisée, pour moi, c'est la lecture la plus complète qui existe, forcément, parce que c'est mon outil et que c'est celui qui, moi, me parle évidemment le plus et que je connais le plus. Mais en tant que, par exemple, cliente et amatrice d'astrologie, je connais quand même pas mal de choses en astrologie, c'est une autre facette. Et puis l'énéagramme, c'est une autre facette. Et puis des messages d'un médium compétent, c'est une autre facette. Et moi, je parle de ce que je connais, tu vois, ces clients qui viennent vers moi en me disant, je viens de la part de cette médium avec qui je travaille, elle me dit, oh, c'est fou, elle m'a dit la même chose, mais pas avec les mêmes mots. L'idée est la même, mais c'est pas le même chemin qu'on utilise. Et c'est ce concept de tous les chemins mènent à Rome, et Rome, c'est nous. Et quelle que soit la route qu'on prend, si on utilise des outils qui sont valables et qui sont amenés par des praticiens, des personnes qui savent les utiliser, en fait, rien ne se contredit. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un en face de moi, des centaines de séances que j'ai faites, où on m'a dit c'est pas du tout ce que mon astrologue m'a dit. Ou c'est pas du tout ce que tel test ou machin ou quel truc. Moi, je me méfie un peu des étiquettes, tu vois, qu'on se colle, et je fais toujours en sorte d'ailleurs de sensibiliser les gens à ça. Le Human Design n'a pas vocation à être encore une étiquette de plus qu'on se colle. Ah, c'est parce que moi, je suis manifesteur, que je suis comme ça. Ah, c'est parce que... Pour moi, ça, c'est le loisir préféré de l'ego et du mental, ça. Et c'est une façon de se limiter aussi. Moi, je peux pas ça parce que là... et le Human Design n'a jamais vocation à nous limiter, à nous enfermer. C'est un outil qui est libérateur. Et du coup, oui, la chronobiologie, oui, l'astrologie, oui, tout. Et c'est pas parce que l'astrologie est dans le Human Design, d'ailleurs, mais plein d'autres choses en fait que j'ai rencontrées sur mon chemin, je trouve complètent cette image et viennent enrichir la vision, et il faut aller vers ce qui nous parle au moment où ça nous parle, quoi. Maintenant que tu as appris justement à mieux te connaître, à mieux t'accepter et t'apprivoiser, j'ai envie de dire, comment sont rythmées tes journées? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton rythme que tu avais avant et à aujourd'hui? Oui. Alors, je m'autorise beaucoup plus de liberté, justement parce que, comme je l'ai évoqué rapidement, moi, en tant que manifestor, ça a fait beaucoup de réponses sur l'instabilité de mon énergie et de ma capacité à faire, à produire. Pourquoi j'étais tout le temps fatiguée, pourquoi parce que je m'imposais un rythme qui ne correspond pas à mon fonctionnement. D'où le semi-burnout qui aurait pu être beaucoup plus grave après 3 ans de 3-4 ans entre les stages et le salariat, tu vois, que j'ai eu quand j'étais au début de ma vingtaine.
Ça me correspond pas du tout. Le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui, avec cette intensité horaire, cette stabilité, on travaille tous les jours à la même heure, nanana, machin, tout ça, ça me correspond pas du tout. Et donc, je m'autorise évidemment sans culpabiliser d'avoir des journées qui ressemblent pas à des journées de bureau classiques, parce que je sais que c'est pas mon fonctionnement. Je m'autorise dès que j'ai pu me le permettre, dès que je peux me le permettre, de déléguer. Il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout juste pour moi et que j'ai pas à faire, ne serait-ce que dans ma capacité à mobiliser l'énergie pour le faire. Donc, je me fais aider. J'ai pas pu le faire tout le temps dès le début professionnellement, mais c'est quelque chose qui a été une priorité parce que quand on a cette énergie en dents de scie, parce que déléguer, ça peut être important pour tout le monde, même les 70% des gens qui ont une énergie plus stable, parce que c'est pas leur zone de génie, parce que si, parce que là, mais en termes de capacité à faire, ils peuvent tenir le coup. Les 30%, projecteurs, manifesteurs, réflecteurs, faut pas se louper parce que on peut se griller beaucoup plus rapidement que ces gens-là. Il y a une sensibilité au niveau de la force de travail, etc., qui est très différente. Donc en ça, moi, mes journées, ça va dépendre de l'énergie que j'ai chaque jour. Est-ce que je suis portée par un élan, justement, une pulsion de manifesteur, une pulsion de concrétisation, ou est-ce que je suis dans le creux d'une vague émotionnelle? Dans ces cas-là, il m'arrive d'annuler des séances, de les reporter, d'écrire aux gens en leur disant qu'il va falloir qu'on décale. J'ai la chance de travailler d'un mois sur l'autre, donc ça ne veut pas dire qu'ils vont attendre 6 mois. Ils vont soit trouver un créneau dans le mois, soit au pire, ce sera le mois d'après. Mais ça, c'est des choses que je m'autorise à faire. J'ai aussi un aspect dans mon design, dans une couche beaucoup plus profonde, qui justement me rend assez extrême dans les rythmes. Donc, je suis quelqu'un qui peut se coucher à 22h pendant 3 jours et à dire ça y est, c'est la fête, je vais me coucher comme ça tous les jours, me lever super tôt, et puis hop, ça rebascule et les mois qui vont suivre, ça va être complètement en dents de scie, 3h du matin, lever 7h, lever 10h. Il y a beaucoup, beaucoup de variabilité au niveau du rythme chez moi. Donc, mes journées, elles ne se ressemblent pas du tout. Voilà, déjà, honorer ma vague émotionnelle, honorer mes variations énergétiques. Déjà, à l'échelle de la journée, faire des pauses, faire des siestes, voir quand je le fais pas, voir quand je respecte pas mon énergie. Je connais mes faiblesses, je connais les zones dans lesquelles je suis impactée par le reste du monde, notamment des choses qui peuvent déboucher sur une incapacité à m'arrêter. Donc justement, je suis impactée par ces 70%, j'emmagasine cette force de travail et puis le bouton on reste enfoncé, alors que c'est pas du tout juste pour moi. Et je me vois gesticuler, buzzer. Et ça, c'est des choses qui me permettent de voir à l'échelle de ma journée, attends, mais ça ne me correspond pas et il va falloir faire quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est des clés, entre autres, dans le quotidien pratique de mes journées, pour lesquelles le Human Design m'aide beaucoup. Ouais. Et est-ce que tu as, est-ce que tu as des actions qui reviennent quand même de manière type un peu dans tes journées, même si elles sont organisées différemment, ou est-ce que vraiment tous les jours, les actions diffèrent totalement? Tu veux dire des actions que je mène par rapport à mon travail? Ou dans Oui, mes par journées, exemple. moi Non, dans mon travail Oui, enfin, peu importe comment sont rythmées en fait tes journées, même si, même si même elles ne sont s'il pas y a, voilà, rythmées. voilà, même si, voilà, est-ce qu'il y a des points de repère? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Est-ce que tous les matins, tu fais un yoga quand tu te réveilles? Est-ce qu'après tu passes tout de suite à des rendez-vous? Enfin, j'en sais rien. J'ai une très bonne amie qui est prof de yoga et qui m'a donné des cours pendant quelques mois et qui sait que déjà, pour moi, 9h pour le cours, c'était déjà très très tôt et que non, il n'y a pas de routine de yoga, tout ça. La seule routine que j'ai, c'est que je prends aucun rendez-vous avant 11h. D'ailleurs, je crois qu'on en a parlé toutes les deux quand tu m'as proposé un podcast à 8h30. Je savais pas que tu étais à la réunion, mais 8h30, j'ai regardé le mail, j'ai dit, mais pas du tout. ça c'est sûr. Ça fait à peine là 3 jours que je fais des efforts parce que j'ai un gros truc à faire. Il me faut pas mal d'heures de travail. Donc, je suis un peu dans une phase là qui n'est pas représentative de mon quotidien. Donc, je me lève beaucoup plus tôt. Mais ce qui est sûr déjà, c'est que moi, je prends aucun rendez-vous extérieur ou visio ou quoi que ce soit avant 11h. Les jours types, les jours où j'ai des séances, qui ne sont pas tous les jours, en principe, je vais avoir un rendez-vous à 11h avec quelqu'un en séance, donc de 11h jusqu'à environ 13h. Donc, je n'ai pas de routine vraiment du matin. J'essaye justement, comme je te l'ai dit, comme je suis un peu... je souffre d'une forme d'addiction au téléphone. Donc, du coup, j'essaye de ne pas l'allumer, de ne pas le regarder. Donc, ça, quelque part, c'est une routine, entre guillemets. Je me lance des petits défis de le garder éteint en mode avion pendant minimum une demi-heure après le réveil. Je ne réussis pas tout le temps.
Et puis, quand je l'allume, je vais sur mes réseaux sociaux, puisque moi, c'est vraiment la façon dont je travaille et que je communique, c'est avec les réseaux sociaux, avec Instagram. Donc, je vais répondre aux commentaires sur mes posts, je vais poster du contenu si j'ai du contenu à poster. Voilà. Donc, ça fait vraiment partie des premières choses le matin. Je vais bientôt, a priori, déménager et quitter Paris et aller vivre au bord de l'océan. Donc, je pense que je mettrai en place des nouvelles routines à ce moment-là, notamment autour de la connexion le matin, le retour à soi-même, d'aller marcher sur la plage ou d'aller respirer un air différent de celui de Paris, tu vois. Donc, je pense que ça va me porter à ce moment-là. Mais là, ici, c'est vrai que dans ces derniers mois à Paris, il n'y a pas grand-chose. Je vis en plein cœur de la ville. Donc, je ne vais pas te dire que je vais me grounder, tu sais, mettre mes pieds dans la terre le matin. Tout ça, non. En bas de chez moi, il vaut mieux pas. Donc, je n'ai pas ça. J'essaie de réfléchir à d'autres choses. Là, ça fait quelques semaines que je pratique la cohérence cardiaque. Donc, j'ai ces repères 3 fois par jour, les bons jours. Donc, il y a ça le matin, c'est vrai. Tu vois, c'est 5 minutes. Je t'ai dit non à la routine de yoga, mais c'est vrai qu'il y a la cohérence cardiaque. Comme je suis quelqu'un d'assez speed, comme je te disais, c'est quelque chose qui me ralentit, qui me fait du bien. Et puis voilà. Sinon, c'est à peu près tout dans les actions que j'arrive à identifier, dans les actions vraiment qui se présentent tous les jours. Parce que parfois, je vais au sport, je n'y vais pas. J'ai un rapport aussi très ambivalent avec ça, très extrémiste. Parfois, c'est tous les jours, parfois, c'est plus pendant quelques semaines. Donc, je ne vais pas te dire que c'est tous les jours. Ce n'est pas le cas. Voilà. Ok. Et est-ce que dans ton quotidien, tu as un outil favori qui t'aide dans ton organisation ou dans ta pratique professionnelle? En ce moment, mon outil préféré, parce que j'ai jamais réussi moi à m'occuper des l'outil Notion là, par lequel tout le monde jure. Moi, chaque fois que je le télécharge, à chaque fois je me laisse embarquer en me disant attends, ils ont l'air de trouver ça super. Je le télécharge puis je comprends rien, ça m'énerve. En revanche, la personne qui travaille avec moi, mon assistante, m'a fait découvrir Trello. Alors ça, j'aime bien. Avec les petits post-it, je fais mes petites catégories. Je pense que je l'utilise pas à 10% de ses capacités, mais je m'aide bien avec ça. Puis on en a des communs, donc du coup, on en fait pour nos projets et puis on peut travailler mutuellement là-dessus. Et puis j'ai les miens toute seule, mes tableaux, Trello. Et puis mon éditeur de newsletter, Flowdesk. Ça faisait 1 an que j'étais abonnée, mais j'avais du mal à transitionner d'un outil à l'autre, celui que j'avais précédemment. Et là, je suis quasiment 100% sur Flowdesk et je suis refaite. J'adore cet outil. C'est simple, c'est cool, c'est mes couleurs, on peut tout personnaliser. Il y a une façon de traquer justement les envois, les taux de clic, les taux d'ouverture, etc. Bon, ça, ils le font tous à peu près, mais celui-là me correspond particulièrement bien. Donc, voilà. Trello et Flowdesk. Et Instagram, c'est un outil, hein, mais c'est le gros de mon travail. Instagram, c'est ma vitrine. C'est très, très important pour moi. Et ça contribue d'ailleurs à ce problème d'addiction au téléphone. Hein. Parce que quand est-ce que je suis en train de travailler, quand est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi et de perdre mon temps et mon énergie, c'est une relation ambivalente pour moi. Ok. Je passe à ce que j'appelle la question tabou. Alors, est-ce que l'human design t'a permis justement de te connecter ou de développer d'autres facultés intuitives, médiumniques ou tout autre? Et est-ce que cela t'a permis vraiment à mettre cette nouvelle faculté à ton service, à ton service ou au service de tes clients? C'est toujours la même question ou elle est que pour moi celle-là? Elle est que pour toi. Ah d'accord, ouais, parce qu'elle est super on point, c'est rigolo. Ouais, c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que justement avec cette amie médium qui propose des stages, j'ai fait des stages avec elle justement de développement des capacités intuitives. Et je pense que même si ça n'a sur le papier aucun rapport avec le human design, mon lien avec le fait de travailler avec cet outil qui est à la fois un art, une science, quelque chose qui s'apprend. Hein, moi, j'ai fait une formation, je continue d'en faire. Je ne le fais pas comme ça, tiens, qu'est-ce qui me vient C'est vraiment un outil cadré.
mais en même temps qui est nourri de mon intuition, sauf que je n'avais pas vraiment les mots pour le dire. La façon, qu'est-ce qui va me venir, pourquoi quand quelqu'un parle, quelqu'un qui a peut-être fait la même formation que moi ou les mêmes formations que moi, il va écouter un client, il ne va pas en ressortir la même chose. C'est parce que ça passe au filtre de notre perception et au filtre des messages que moi je vais recevoir. Tiens, d'un coup j'ai une idée, tiens, il faut que je lui parle de ça. Et donc j'ai commencé à écouter davantage. Et au début c'était difficile parce que j'étais très scolaire, comme il y avait un manque de légitimité, tu vois. Quand j'ai commencé il y a 3 ans et quelques à faire des séances, j'ai beaucoup évolué dans la façon dont je les propose aujourd'hui. J'étais très scolaire, je voulais absolument donner toutes les informations et puis ça rentrait pas et puis je culpabilisais et puis je me disais oh là là c'est pas possible, je leur ai rien dit alors que j'avais parlé pendant 2 heures. Et au fil du temps, j'ai appris justement cette façon dont je procède aujourd'hui et que je t'ai détaillé, tu vois, à me laisser porter par la conversation et davantage à me dire, tiens, s'il y a quelque chose qui vient, c'est parce que ça devait venir. Et puis ce qui n'est pas venu, bah, c'est pas venu et puis c'est comme ça. Et d'arrêter de vouloir absolument tout gaver, tu vois, dans le gosier absolument et d'avoir confiance que ce qui me venait intuitivement, c'était pertinent et c'était ce que cette personne avait besoin de recevoir de moi spécifiquement à ce moment-là. Et ça a été la première ouverture. Alors moi, j'ai toujours été très branchée voyance très jeune, ésotérisme, etc. Ça me bottait beaucoup, mais bon, c'est pas le chemin du tout que j'ai suivi à la vingtaine. Et finalement, j'y suis beaucoup revenue avant le Human Design et depuis le Human Design, à rencontrer beaucoup de praticiens, à m'ouvrir à beaucoup d'outils. Et donc, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie aujourd'hui. Écouter mon intuition, écouter les messages que je reçois, être attentive à ce qui se passe autour de moi comme étant des indicateurs de la vie, avec un grand V de l'univers qui conspire en fait pour me pousser dans une direction et m'éviter une autre, par exemple. Donc ça, dans mon perso, c'est quelque chose qui est très présent et qui est à la fois que je travaille moi via des stages pour développer mes propres capacités et je le fais pas suffisamment. Si elle m'écoute, elle aura envie de me taper sur les doigts parce que je fais pas bien les exercices qu'il faut faire voilà pour faire tout ça. Mais donc le faire pour moi, recevoir des séances avec des personnes justement, notamment cette personne, mais avec d'autres avec qui je collabore pour moi en perso, pour mon cheminement. Donc ça, évidemment. Et puis, parmi les exercices, il y a justement de faire davantage de place à ça dans mes séances. Alors, pas nécessairement d'en faire la communication, parce que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais moi, m'en servir moi-même, tu vois, d'essayer de laisser venir des messages peut-être avant de consulter le schéma de quelqu'un. Et ça, c'est des choses que je commence à faire. Et de voir ensuite, parce que c'est une fois que j'ai vu le schéma, malheureusement, mon mental s'en empare et c'est fini, il parle trop fort, mais juste en voyant le nom de la personne dans sa réservation et de commencer à laisser venir des choses, et puis après de voir est-ce que ça corrobore quand je regarde son schéma, et puis est-ce que ça corrobore après quand je lui parle, ou pas du tout. Et ça, c'est des choses pour lesquelles je ne fais pas encore beaucoup de place, mais qui sont à l'ordre du jour. Donc, c'est très intéressant que tu me parles de ça, parce que ça fait partie du développement de mon activité à plus ou moins long terme. Je ne sais pas à quoi ça ressemblera dans 2 ans, 10 ans, 20 ans, mais je pense que la part intuitive va se développer de plus en plus. Tout en gardant, bien sûr, le cadre du Human Design, qui est une référence quand même de lecture, quoi. En tout cas, quand je fais une séance de Human Design, c'est comme ça. Ok. Je passe à la question que je nomme la question girly. Est-ce que tu aurais un mantra ou une incantation qui t'inspire et que tu te répètes tous les jours ou régulièrement? Alors, pas vraiment un mantra ou une incantation. Enfin, moi, je ne l'ai pas trop vu comme ça. On m'en a donné, tu vois, mais je suis tellement indisciplinée. Chaque fois qu'on me parle, des gens de bons conseils, des thérapeutes ou quoi, qui me parlent de phrases, etc., à se répéter, j'ai jamais réussi à les intégrer vraiment dans ma routine. Ma maître Reiki, pareil, on a travaillé un peu là-dessus et j'ai eu beaucoup de mal à appliquer le fait de me répéter les phrases. En revanche, pour moi, ma phrase fétiche et qui rejoint ce que je t'ai dit par rapport à l'intuition et à la vie, c'est cette phrase qu'une amie m'a dit il y a des années, à un moment où j'étais vraiment très très mal, très perdue, dans une période assez difficile où je savais vraiment pas, je me sentais un peu oubliée par la vie, tu vois. J'avais l'impression qu'il y avait plus de beaux jours qui allaient vraiment arriver et que c'était très très sombre et pas cool du tout. Et elle a eu cette phrase au détour d'une conversation où elle m'a dit « Mais tu sais, n'oublie jamais, la vie a plus d'imagination que nous. » Et ça, cette phrase, qui n'est pas d'elle, je pense, que je ne me revois pas vraiment avoir recroisée depuis, elle me porte, je la transmets quand elle est pertinente.
et j'essaye de me la rappeler dans les épreuves. Donc, c'est pas forcément 3 fois par jour, tu vois, parce que c'est souvent, elle est associée à cette période un peu difficile. Donc, du coup, c'est dans les moments un peu difficiles que j'y pense. Mais pour le coup, elle a vocation à faire partie de notre quotidien, en fait. Et elle rejoint aussi cet enseignement majeur que la tête n'a pas l'autorité et que la tête croit qu'elle sait ce qui va nous convenir, croit qu'elle sait où est-ce qu'il faut aller, alors que la vie, et par la vie, moi, je pense que la vie s'exprime à travers le corps, à travers le ressenti, et pas à travers l'analyse. Et donc, la vie au travers du corps nous fait ressentir des choses pour nous pousser dans une direction que elle sait être juste parce qu'elle a accès de façon illimitée à cette intelligence bien plus large que celle qui est le domaine du mental, qui lui pourtant se croit très puissant, mais qui a en fait finalement très peu d'imagination. Et on est tous capables, aussi mentalisés qu'on puisse l'être, on est tous capables de se dire, waouh, regarde, prends un élément de ta vie, une rencontre, une relation, une situation de vie, n'importe quoi, et replonge-toi au moment où c'est arrivé ou avant, et demande-toi si avec ton mental surpuissant, magnifique, génial, qui sait tout, est-ce que tu aurais été capable d'en dessiner les contours avec autant de magie, de richesse, Non. Et donc, finalement, ça s'applique, tu vois, dans le quotidien. Et ça, c'est ma phrase. La vie a plus d'imagination que nous. Ben, merci beaucoup. Je sonne le clap de fin de cette interview avec une nouveauté. Je conclurai désormais mes épisodes avec le portrait. Tout simplement, une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour. Parce que de se connecter, de se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens. Et parce qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base de la réussite. Alors c'est parti. Mélissa, reçois ma perception. Je perçois de toi une âme d'aventurière, une âme d'aventure, un feu follet qui vogue au gré de sa curiosité. Comme un bateau se laissant guider par le courant de l'eau, je te sens guidé par ton intuition, une intuition qui arrive comme un message venu du ciel que toi seul sais entendre. Une perception qui te permet de guider à ton tour les autres. Je perçois une femme qui a trouvé sa place, son alignement, sa sérénité, mais surtout beaucoup de réponses à ses questions. Comme l'étoile du berger, je ressens en toi cette profonde envie d'éclairer et d'illuminer les humains en leur tendant comme une petite vendeuse, une allumette, une vendeuse d'allumettes prête à être craquée. De la douceur, de la joie et de la folie émerge l'authenticité. Merci beaucoup Mélissa pour ta présence et ton partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci Christelle pour ce joli portrait. Je le réécouterai avec joie, je le laissais infuser, c'était très touchant, merci beaucoup. Alors, on peut me retrouver sur Instagram, original, où je suis tout le temps fourrée. On peut me retrouver, plus sérieusement, sur mon site internet, donc melissasimoneau.com. Je suis Mélissa Simoneau sur tous les réseaux, donc Instagram, Mélissa Simoneau, Facebook. Voilà, je partage beaucoup de contenu donc sur Instagram, dans mes newsletters. Et donc, c'est là principalement que je suis. Facebook, c'est une copie de ça, mais tout mon contenu original, toutes les stories, etc., c'est vraiment sur Instagram. Voilà. Et est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose que nous n'aurions pas abordé? Déjà, s'il y a des personnes en fait qui ont envie d'aller plus loin, parce qu'on est resté quand même très mystérieuse, on a parlé de certains de mes aspects, on a parlé d'autres aspects, etc. Mais on est resté de toute façon dans l'évocation et dans semer des graines dans les consciences pour découvrir cet outil. Donc, s'il y a des personnes qui se sentent appelées à aller plus loin, déjà, dans tout mon contenu, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent vous parler en éditant votre schéma et puis après, bien sûr, sans s'inquiéter si on ne comprend pas, sans vouloir se fixer des objectifs de plonger dans les bouquins et dans la tête, encore une fois, allez regarder un petit peu ce que je fais, ce que d'autres personnes font. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec le Human Design. Et si des personnes ont envie d'aller plus loin, je propose différents accompagnements, notamment
une bibliothèque de ressources dans laquelle les personnes peuvent constituer sous la forme de guide écrit leur notice de l'utilisateur, qui s'appelle le manuel, donc dans les ressources, et pour lesquelles, si tu es d'accord, on va donner un petit code promo à tes auditrices. Avec plaisir. Ça peut être explose le cadre. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Super. Donc voilà, ça c'est à valoir sur la composition donc, de votre manuel. Vous pouvez le faire pour vous, pour vos proches. Voilà, donc ça vous donne un guide de 60-70 pages quand on met toutes les parties ensemble. Vous pouvez également me retrouver en séance. Donc, comme je le disais, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin dans un entretien individuel. Je propose également des conférences, des masterclass. Tout ça est disponible sur mon site internet. Et puis, qu'est-ce que je n'aurais pas dit que tu ne m'as pas demandé? Oui, peut-être j'ai pas dit ça, et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi dans la vie en général et que le Human Design m'a apporté. C'est à quel point découvrir et explorer ce qui n'est pas soi. Donc le Human Design, c'est merveilleux en tant qu'outil de reconnexion à soi, c'est sûr. Mais c'est un outil qui nous apprend énormément de choses sur justement ce que je disais, à quel point on est complémentaires, à quel point l'humanité, c'est pour moi comme un grand puzzle où on est chacun une pièce. Et certes, occuper sa juste place, c'est important, mais justement comprendre tout ce qui n'est pas soi, découvrir aussi ce qui est soi à travers ce qui ne l'est pas, à travers le ressenti de l'altérité, et notamment des personnes dont on est les plus proches. Aller explorer le fonctionnement de nos enfants, de nos amours, de nos amis, des personnes avec qui on travaille, de nos clients. C'est quelque chose qui a énormément de valeur pour moi. Et donc, chaque fois que j'en ai l'occasion, pas forcément en séance, sauf quand c'est une deuxième séance, on va se plonger dans le design d'un enfant, par exemple, mais en principe, la séance individuelle, c'est pour la personne. Mais dès que je peux le faire, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans les masterclass, les conférences et tout, d'aller présenter aux gens tout ce qui existe et qui n'est pas eux. Parce que souvent, dans les relations, là où on pêche, c'est que on essaye de faire devenir l'autre plus en adéquation avec qui on est nous. Et en fait, le Human Design va nous donner des clés extrêmement précieuses là-dedans, de tolérance, d'accueil de l'autre dans sa différence, mais qui n'en est pas moins juste pour lui, mais qu'on peut avoir du mal à concevoir depuis notre fenêtre. Donc, c'est quelque chose qui m'importe vraiment à moi en tant que personne, d'ouvrir ma tolérance, d'essayer de mieux comprendre les autres. C'est pas forcément quelque chose qui est facile pour moi, donc je pense que c'est pas un hasard si le Human Design est arrivé dans ma vie et m'a ouvert de toute façon les écoutilles juste par ma passion pour cet outil. Je suis bien obligée de concevoir tout ce qui existe. Et ça a été c'est en cours de guérison pour moi. Donc c'est extrêmement important. Et puis professionnellement, parce que c'est ce que ça fait partie des choses que j'aime le plus transmettre. Parler aux gens du fonctionnement de leurs enfants, de leurs compagnons, et de leur faire découvrir, regarde, toi, t'es comme ça, mais regarde lui, à quel point c'est différent et à quel point c'est juste. Ça, c'est mon kiff dans mon job, parfois encore plus que le « c'est pour ça que je suis comme ça ». Merci beaucoup, Mélissa, pour ce partage. Merci à toi, Christelle, pour l'invitation, pour ces questions originales. Très différente de ce que toute l'interview était assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire, des podcasts que j'ai pu enregistrer, donc c'était qui étaient tous très agréables dans leurs différences, mais celui-là se distinguait, était assez unique. Donc merci beaucoup, et puis pour ta sensibilité et tes questions qu'on sent infusées justement d'intuition. C'est pour ça que je t'ai demandé à la fin, c'est une question que pour moi. Je sens une perspicacité très, très, très intéressante. Donc, merci beaucoup de m'avoir offert cet espace. Et puis à bientôt. Merci, Mélissa.